Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir dans ce très beau théâtre de Saint-Nazaire. Très heureux aussi d'accueillir Gérard Mordillat. Bonjour. Bonjour, ça me fait moi aussi extrêmement plaisir d'être là et de constater avec plaisir que le soleil ne vous a pas totalement découragé. Voilà. Enfin, une partie, si, mais ceux qui restent sont les meilleurs. Bon, on est particulièrement heureux d'accueillir Gérard Mordillat donc, pour cette édition 2022 des Rencontres de Sophie, euh, qui sont donc autour du thème du peuple. Le thème du peuple, on avait prévu de le faire l'année dernière, et puis comme vous le savez, on a été un petit peu empêché par des circonstances négatives. Donc nous avons décidé de reporter le thème du peuple cette année pour coller à l'actualité. Alors on pensait seulement aux élections, il y a une autre actualité encore plus présente qui justifie d'autant plus. Et puis, parmi nos invités, il nous semblait évident que parmi les écrivains, cinéastes, artistes en général, il y avait un nom qui s'imposait évidemment pour parler du peuple, c'était celui de Gérard Mordillat. On va essayer de le voir, de le comprendre un petit peu à travers différents aspects de son travail, même de sa biographie aussi, parce que ça fait partie aussi de ce qu'il est. J'ai eu l'occasion enfin, de le fréquenter. Je le connais très très bien en fait, hein, depuis hier soir. Euh, et en fait, je me rends compte, je sais très bien maintenant, j'ai compris, je le savais déjà un petit peu avant, mais qu'il n'y a pas franchement de questions à se poser entre, vous savez, la grande question qu'on se pose, la différence entre l'homme et l'auteur, l'homme et l'écrivain, etc. Là, j'ai l'impression qu'on a affaire à peu près au même bonhomme, mais bon, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Je voudrais commencer, puisqu'on a eu confirmation avec Monsieur Rancière juste avant que le peuple existait, même si c'est sous différentes formes. Je voudrais commencer, si je peux me permettre, par ma question trapenard. J'ai un joker. J'ai un joker, je voudrais le jouer tout de suite, en fait. Je voudrais commencer par ma question trapenard. Pour vous, Gérard Mordillat, le peuple, c'est quoi? Pour moi, le peuple, c'est la classe ouvrière, qu'elle soit ouvrière du côté des usines, qu'elle soit ouvrière du côté des campagnes. Pour moi, c'est ça le peuple. Et sans hésiter, il n'y a pas de distinction. Je crois qu'il y a effectivement surtout l'expression, moi je le retrouve le peuple et je m'y reconnais à 100% dans l'expression de l'intelligence populaire. Euh, Souvenez-vous de l'IP, de tout le combat des LIP pour faire vivre et exister leur travail, l'affaire du Larzac, l'affaire du référendum de 2005, où quand même c'était extraordinaire. J'ai participé à beaucoup de débats et j'ai rencontré là des gens qui avaient lu ce texte absolument illisible et qui en faisaient une analyse critique extrêmement puissante. Qui étaient ces gens? Des aides-soignantes, des conducteurs d'offset, des coloristes sur tissu, de ceux dont je me souviens particulièrement. Eh bien, c'est ça le peuple, c'est son expression. Et cette expression, elle est, pour moi, associée, évidemment, et étroitement associée au monde du travail. Donc, je dis la classe ouvrière, ça paraît un terme désuet, mais pour moi, c'est un terme qui existe profondément. Ce qui nous permet de trouver une introduction toute faite. On va commencer par faire un tout petit portrait hein, de Gérard Mordillat. On va essayer de faire une synthèse parce qu'en fait, il y a tellement de choses, il y a une telle densité Mais là-dedans. la synthèse est vite faite. Je La suis synthèse est vite un faite. artiste de variété. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai entendu ça dans une interview, en effet, parce que c'est vrai que quand on voit toute l'œuvre et toutes les formes prises par l'œuvre de Gérard Mordillat, en effet, il a conclu un jour cette interview en disant un artiste de variété. Alors, on va commencer un tout petit peu par quelques éléments de biographie, si je peux. Vous êtes né le 5 octobre 1949. Alors, je vais dire à Paris, mais en fait, c'est faux. C'est pas à Paris, c'est dans le 20e arrondissement à Paris. Ce qui n'est pas du tout la même chose, je le sais depuis hier soir, je me suis fait, enfin pas engueuler, mais bon. Quartier de Belleville, Ménilmontant. Ça, c'est absolument fondamental. Bah, je suis content de présenter au public
quelqu'un qui appartient à une espèce en voie de disparition. Je suis un vrai Parisien, comme l'était mon père, mon grand-père, le père et l'arrière-grand-père, depuis 6 ou 7 générations, tous entre Belleville et Ménilmontant. Donc voilà, nous ne sommes plus très nombreux et je pense appartenir notamment à la dernière génération capable de comprendre les chansons de Bruant sans dictionnaire. Parce que l'argot que pratique Bruant, je l'ai entendu parler par les oncles de mon père, par mes grands-oncles qui avaient fait 14-18, etc. Aujourd'hui, tout ça est perdu. Alors, vous êtes fils d'ouvrier serrurier SNCF et de maman professeur d'anglais. Oui, ma mère était professeure d'anglais à l'école Berlitz. Alors, le titre est gratifiant, le salaire était celui d'une femme de ménage. D'accord. Et puis, un frère ouvrier également. Oui, alors, qui était beaucoup plus complexe qu'ouvrier, en fait, hein, parce que c'était aussi quelqu'un qui avait un... Mon frère était un très bon élève, et d'ailleurs, quand il a voulu arrêter l'école, comme on disait à l'époque, une délégation est venue voir mes parents pour demander pourquoi, mais lui, il voulait travailler. Donc, il a fait d'abord l'apprentissage à la SNCF, puis ensuite, il a travaillé dans le privé, et puis il a fini en étant chef d'atelier d'un atelier de recherche mécanique à la, je ne sais plus comment ça s'appelait, où il fabriquait des lasers militaires. Donc, chose très compliquée à faire. Mais oui, c'est ce qu'il voulait faire. Il a toujours voulu travailler et il est très habile de ses mains. Et il a fait tout ça. Alors, ce qui est le paradoxe, c'est qu'il a reçu la même année une médaille grosse comme ça de l'État français pour avoir justement fabriqué, je crois, un laser absolument extraordinaire et sa lettre de renvoi, puisqu'on supprimait cet atelier de recherche mécanique. Et voilà. Mais c'est aussi un intellectuel, c'est un grand lecteur. Il a notamment un niveau d'anglais lu absolument exceptionnel. Beaucoup, bien supérieur, infiniment supérieur au mien. Mon frère est capable de lire Joyce ou Faulkner dans le texte, ce que je suis incapable de faire. Ah oui, Joyce ou Faulkner, carrément. Non, il est très fort, oui. C'est pas lire de l'anglais, c'est lire Joyce ou Faulkner. D'accord. Vous avez déclaré « Je suis né dans la classe ouvrière », c'est-à-dire dans la classe supérieure. Oui. Ça rejoint un tout petit peu la définition que vous avez donnée du peuple tout à l'heure. Non, mais on m'a offert un livre de Jack London qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi », qui est un petit livre d'une 50aine de pages où London analysait ce qu'il était. Et ça commençait où Jack London expliquait qu'il était né dans la classe ouvrière, mais qu'il n'avait eu comme ambition dans la vie que de s'élever dans la société, de rencontrer les élites, de fréquenter le beau monde, entre guillemets, etc. Lorsque j'ai lu ça, j'ai un peu sauté au plafond intérieurement, parce que moi, j'ai aussi le sentiment d'être né dans la classe ouvrière, et s'il y a bien une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit, c'était de m'élever vers je ne sais quoi, en tout cas vers une classe supérieure. Pourquoi aller dans une classe supérieure? Quelle classe supérieure à la classe ouvrière? Il n'y en a pas, puisque si on suit l'injonction de Marx qui disait qu'on devait transformer le monde, c'était soudain appartenir à la classe qui était censée transformer le monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élection supérieure à celle-là? Et donc, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Et du coup, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Quartier de noblesse, qui était une réponse à Jack London pour lui expliquer ce point de vue-là. Bon, à la fin de son livre, Jack London revenait sur ses propos en disant qu'il s'était trompé surtout, que c'était une illusion, une folie, et qu'il n'y avait qu'une solution, la révolution. Alors ça permet tout de suite d'évoquer quelque chose. Je n'ai pas totalement fini mes petits repérages biographiques, mais ça permet tout de suite de situer quelque chose, à savoir que l'idée dans les livres, dans les romans, notamment ceux consacrés à la classe ouvrière, ça n'est pas précisément de faire sortir les ouvriers de leur classe par la lecture, par exemple, mais c'est de montrer que la lecture fait partie prenante et partie prenante de la classe ouvrière, si je peux dire, ou du mode de vie de beaucoup de vos personnages. Il y a des livres, il y a des livres dans tous vos livres quasiment.
Oui, mais tout simplement, c'est presque. Alors là, c'est réellement biographique. Mes parents étaient des lecteurs. Mon frère est un lecteur. J'ai toujours connu des livres à la maison. J'ai lu toute ma vie quotidiennement un journal et même plusieurs journaux. Et donc, ça m'apparaît comme important. Et je crois qu'un des grands a priori qui existent, c'est que le monde du travail au général serait un monde inculte et qui serait simplement voué à faire les mots fléchés du Parisien libéré et à regarder les chaînes en continu. Or, à la fois dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré sans cesse des gens qui étaient des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs, etc. Et quand je dis ça, je pense que j'ai travaillé comme ouvrier imprimeur, et dans l'imprimerie où j'étais, tout le monde lisait, et certains, un en particulier, était un grammairien redoutable. C'était sa passion dans la vie, c'était la grammaire. Donc cette culture, elle existe, or cette culture est niée. Il y a une chose qui m'a fait toujours sourire. Il y a eu une émission sur France Culture consacrée à Louis Malle. Et du genre ma vie, mon œuvre, etc. Ce qui embêtait beaucoup Louis Malle, qui n'avait pas du tout envie de faire ça ou qui l'avait déjà fait, et qui a envoyé à sa place son chef machiniste, qui s'appelle Bernard Brégier. Et c'est Bernard qui nous a raconté, c'était une émission en direct. Il est arrivé à France Culture et il a dit non, Louis Malle ne sera pas là, c'est moi qui vais parler de son travail. Et Bernard Brégier, physiquement, ressemble à justement ce qu'on imagine un ouvrier. C'est un type assez costaud, moustachu, comme ça. Il nous a raconté que c'était l'affolement général dans le studio. On prévoyait de passer de la musique, etc. Bon, évidemment, dès que l'entretien a commencé, il leur a mis, si je puis dire, une tarte de culture, parce que non seulement il connaissait très bien la cinématographie de Louis Malle, pour avoir été le chef machiniste de la plupart de ses films, il était un homme extrêmement cultivé sur le plan cinématographique, mais aussi sur le plan littéraire. Et ils étaient stupéfaits qu'un ouvrier, entre guillemets, soit là pour dire ça. Mais parce que là aussi, on voit bien comment, à France Culture, ne peuvent parler que ceux qui, a priori, sont autorisés à parler, soit par des titres universitaires, soit par une position particulière dans la société. C'est un bon exemple pour moi. Je crois que j'ai toujours pensé à ça et quand je repense à cette conversation avec Bernard Brégier, ça me fait très plaisir. Et d'autant plus que toute cette dimension-là de culture, d'accès aux livres, d'ouverture sur le monde autre qu'ouvrier, si je puis dire, tout ça est mêlé aussi dans votre biographie avec le rapport à l'histoire qui est très présente. Oui. Hein, quand vous avez beaucoup raconté ça dans des tas d'interviews. D'abord, la situation du 20e arrondissement, qui est quand même une situation très particulière. Le mur des fédérés, par exemple, le 1er mai, Oui. enfin, à la fois l'engagement politique de vos proches et de vous-même, et puis la présence de l'histoire par votre famille qui fait que ça vous a formé totalement. Oui, j'ai eu la chance qui était réellement une chance, je le comprends aujourd'hui. Donc j'ai grandi dans le 20e arrondissement, qui est un quartier extrêmement populaire et qui était un quartier, alors comme on dirait aujourd'hui, multiculturel. Parce que lorsque, avec un de mes amis d'enfance, on a regardé la photo de classe de 1959, puisque j'ai tourné un film sur la guerre d'Algérie qui se passait à cette date-là, et c'était extraordinaire de voir que presque tous ceux qui étaient là étaient des enfants d'immigrés d'une manière ou d'une autre. Il y avait les Italiens, il y avait les Portugais, il y avait les Espagnols, il y avait les Maghrébins. Bon, il y avait l'Elzelter qui était... Son père était allemand et sa mère était française. Il y avait un Hongrois. Enfin bref, il y avait toutes ces choses-là. Et il y avait différents éléments. D'une part, je crois que, et c'était important, les institutrices et les instituteurs habitaient tous dans le quartier. Ce qui fait que nous les voyions à l'école, mais on les voyait aussi au marché, on les voyait au billard quand ils jouaient avec nos pères, etc. Donc il y avait une sorte de cohésion sociale. Ensuite, c'était le moment, je parle de 59, de la guerre d'Algérie. Et donc, il y avait forcément des manifestations contre la guerre d'Algérie. Et là, soudain, tout le monde se retrouvait
institutrices, instituteurs, parents, enfants, etc. Hop, on allait tous à la manifestation. Il y avait ça. Il y avait ensuite, c'est vrai, justement, cette histoire du XXe. Parce que lorsque j'allais avec mon père visiter ses oncles, rien qu'en faisant le chemin pour aller jusqu'à là-bas, on passait par la rue Axo, et c'était la commune. Il y avait les histoires de 36 où il y avait différents ateliers où ça s'était passé, etc. Donc il y avait ce poids de l'histoire, cet attachement à l'histoire, cette discussion à savoir si effectivement la dernière barricade était au coin de la rue de Tourtille ou au contraire au coin de la Folie-Méricourt. Bref, ça me paraissait une chose à saisir par la main. Tout simplement, je marchais dans les pas de l'histoire. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et je crois que cet aspect-là, ça a été un aspect très important. Et j'ajouterais à ça que j'étais dans une école primaire qui était l'école Sorbier, qui était une sorte d'école tout à fait d'avant-garde par rapport à ce temps. Notamment, déjà à ce moment-là, on travaillait par groupe, les plus malins étaient chargés d'apprendre à ceux qui avaient un peu moins bien compris ce qui se passait. Il n'y avait pas de notion, je dirais, de réussite individuelle. Ce qui comptait, c'était la classe, c'était l'ensemble. Eh bien, c'est vrai que, en y repensant, bien entendu, sur le moment, je n'avais pas du tout conscience de ça, ça a été une chance exceptionnelle. Et j'ajouterais une dernière couche. C'est vrai qu'on avait une façon de s'exprimer, un vocabulaire, un accent et une syntaxe qui n'appartenaient qu'à nous et qui m'appartient toujours. Il me semble, enfin personnellement, avec tout ce que j'ai lu, mais je crois que c'est ça que je mettrai en avant, pour avoir une idée à peu près complète de ce que vous venez d'expliquer, de tout ce côté politique, biographique, comment dire, le rapport à la littérature, au texte, etc. Je crois que Vive la sociale, ça doit être un bon conseil, non? Oui, Vive la sociale, rue des Rigoles, quartier de Noblesse. Voilà, c'est ça. Vous savez, j'avais lu une interview de Jacques de Pérec qui expliquait qu'il pensait à son travail comme, au fond, un paysan qui avait des champs différents. Moi, je pense à peu près de la même façon. Il y a un champ qui est effectivement de nature autobiographique, même si ce n'est pas réellement mon autobiographie, mais autobiographique. Il y a ça, c'est un champ. Il y a toute une partie qui est tout le travail romanesque. Ça, c'est un autre champ. Il y a toute partie qui est le travail, je dirais, de réflexion, les essais, etc. Ça, c'est encore une chose. Et puis, il y a le quatrième champ qui sont les films que j'ai réalisés. Voilà, mais c'est pareil. Mais tout ça, pour moi, c'est tout un. Enfin, moi, je vous conseille la scène des mots croisés dans Vive la sociale. On ne peut pas la lire, non, éventuellement ou... Si vous voulez. Bon, bah. Un soir, comme tous les soirs, nous écoutions la radio dans la salle à manger. Ma mère raccommodait des chaussettes, mon frère lisait, mon père faisait les mots croisés de l'UMA. Malgré 3 dictionnaires, il calait. N'en peuvent plus en 7 lettres. Lacé et ES, dit mon frère. Le visage du paternel s'illumina. Et dictateur en 6 lettres avec un L à la première. Lénine, répondit le frangin. Tu veux une baffe? Mon père se remit furieusement à feuilleter ses 2 Larousse et son quillet. J'y suis. C'est pas lacé, c'est harassé, dit-il triomphalement. Puis il ajouta, ce qui donne verticalement dictateur avec un H, Hitler, H-I-T-L-E-R, 6 lettres. C'est pas possible, dit mon frère sans lever les yeux de son livre. N'en peuvent plus, c'est forcément un pluriel. Mon père relut la définition. Ils ont dû se tromper, ça ne serait pas la première fois. Pourquoi tu veux qu'ils se trompent? Horizontalement, lacé, verticalement, Lénine, c'est correct. T'entends ça, maman? Lénine, dictateur dans l'UMA. Mais non, mais où tu te crois? Picasso. Ah non. Franco, dit soudain ma mère. Quoi? Franco en 6 lettres. F-R-A-N-C-O. Franco. Ah oui, Franco, c'est ta mère qui a raison. Ce qui donne n'en peuvent plus avec un F, fatigué. Voilà, on finit toujours par trouver. Fatigué et S, ça fait 8 lettres, dit mon frère. Fatigué et, insista mon père qui s'énervait. Impossible, faut un pluriel. Ah, m'emmerde pas. Caca, dis-je en arrivant, le pot à la main. Personne ne m'entendit.
Mon frère criait Lénine, mon père criait Hitler, ma mère criait Franco, les voisins tapaient au mur, je criais caca, mais c'était trop tard. Il fallut bien constater que j'avais fait dans ma culotte et que la réponse exacte était Lénine. Depuis, l'humain n'achète plus ses mots croisés à l'extérieur. Un camarade les rédige quotidiennement. Quant à moi, je vais tout seul au cabinet. Oh, je suis content d'avoir fait lire Mordilla comme ça. Bon, et puis un dernier truc, une dernière chose, mais parce qu'il faut passer à un autre chapitre. Une dernière chose, c'est aussi la découverte du cinéma, qui me semble a évidemment joué un rôle un peu important. Tous les dimanches, tous les jeudis, je crois, vous allez au cinéma, l'école buissonnière, la cinémathèque. Enfin, il y a... Non, j'étais et je suis toujours un spectateur très assidu au cinéma. C'est vrai qu'enfant, j'y allais beaucoup parce que le jeudi, au patronage laïque de l'école Sorbier, nous avions toujours droit à un film. Toujours le même. Une semaine, c'était Laurel et Hardy au Far West. La semaine suivante, c'était Bim le petit âne, avec toujours en première partie un documentaire, là cette fois-ci ça ne changeait pas, sur des pagayeurs africains. Ensuite, le samedi soir, j'allais au cinéma avec ma tante, qui était la sœur aînée de ma mère, et qui était une grande admiratrice de Bourvil, Fernandel, Jean Marais, etc. Et le dimanche après-midi, j'allais avec mon père, où là nous voyions plutôt des westerns, des films de guerre, des films d'aventure. Bref, j'allais beaucoup au cinéma. Et puis, quand j'ai grandi, je suis allé beaucoup et je suis devenu un spectateur assidu de la Cinémathèque. Et c'est d'ailleurs grâce à la Cinémathèque, d'une certaine manière, que j'ai fait du cinéma. Parce que c'est à la Cinémathèque que j'ai rencontré le réalisateur italien Roberto Rossellini, avec qui j'ai commencé à travailler. Je veux dire, c'était... Mais au fond, j'étais prêt. J'avais vu tellement de films et je vivais tellement dans le cinéma que ça m'a paru naturel que Rossellini me propose de travailler avec lui. Mais parce que Rossellini était un prince, comme d'ailleurs beaucoup de ces réalisateurs italiens, où il n'y a pas... il y a quelque chose d'immédiat, de sympathique, d'ouvert. Enfin, quand je pense à eux, quand je pense à lui, quand je pense à Monicelli, que j'ai rencontré aussi, mais aussi à Bertolucci, à des gens comme ça, il y a quelque chose qui m'a toujours fait penser aux peintres de la Renaissance du XVIe siècle qui accueillaient dans leur atelier ceux qui s'y présentaient. Ben là, il y avait quelque chose de cette nature. Bon, c'est le moment où je garde la parole pendant 20 minutes, puisque je vais donner tous les titres de votre œuvre. Non, ce n'est pas une nécro, je propose qu'on le passe. Ah d'accord, ou alors on résume très rapidement. Voilà, bon, j'ai compté une trentaine de films, si on compte les fictions d'un côté, du genre Billy the Kid, Fucking Fernand, etc. Les adaptations pour la télévision, dont Les Vivants et les Morts, par exemple. Oui. Si on compte Mélancolie ouvrière qu'on a vu hier soir. Et puis si on compte aussi les séries documentaires comme Corpus Christi avec Jérôme Prieur, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. J'ai compté des BD. La toute dernière, elle est où? Ah, elle est juste en dessous. Voilà. La toute dernière, c'est Ulysse Nobody avec Sébastien Gnedig. C'est un Belge. C'est un Belge. Tout ça est à disposition sur la petite table qui est devant, là, grâce à la librairie L'Oiseau Tonnerre. L'Oiseau Tempête, pardon, L'Oiseau Tempête. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Je compte également des poèmes. Il y a au moins 2 recueils, Le Linceul du Vieux Monde en 2011 et Sombre Lumière du Désir en 2014. Et puis des romans. Alors là, j'en ai compté 34, mais je ne suis peut-être pas à jour totalement. Vive la sociale, qui est un roman donc à peu près autobiographique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est d'une forme autobiographique. J'ai avec moi les 5 parties du monde, par exemple, une histoire de marin qui est tout à fait magnifique, je trouve, ce roman. J'ai compté... je vais vous sortir au moins le triptyque, le fameux triptyque. Alors, ce n'est pas une trilogie, c'est une triptyque. Autrement dit, ce n'est pas la même histoire, mais c'est sur le même monde ouvrier. Vous avez évidemment donc Les Vivants et les Morts. En deuxième, vous avez
Notre part des ténèbres, on va en reparler un petit peu aussi de celui-là. Et puis en troisième, Rouge dans la brume. Voilà, triptyque sur le monde ouvrier, donc, dont on va reparler aussi un petit peu. Et puis les derniers sortis, je crois, en roman, je crois que le dernier roman en date, c'est Les Roses Noires. Oui, Les En Roses Noires, 2021. mais il y a une chose que j'ai une conviction profonde qui est que la fiction marche toujours à un pas en avant de l'histoire. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je me dis que j'ai là la confirmation de cette hypothèse. Parce que les Roses Noires, ça commence quand on voit les Polonais essayer de récupérer Kaliningrad. Poussés par les Américains, ils veulent récupérer Kaliningrad. Évidemment, les Russes répliquent extrêmement violemment et les Américains trouvent là, enfin, l'occasion d'attaquer militairement la Russie. Et la chose ne se passe pas exactement comme prévu puisque les Russes se sont alliés avec les Chinois. Mais cette hypothèse d'une guerre en Europe avec la montée extravagante des budgets militaires, au fond, je crois que les Roses Noires l'avaient très bien senti. Et je crois que c'est même plutôt inquiétant de se dire que c'était lisible tout simplement il y a 2, 3, 4 ans. J'ai écrit ça il y a 3 ans. Et notamment, un des éléments déclencheurs pour moi avait été de voir cette augmentation faramineuse des budgets militaires quand on pense qu'en Pologne, par exemple, 20% du PIB est consacré à l'armement et que, poussé et financé par les Américains, ils s'armaient et se surarmaient. Et on sait bien que dans toutes les armées du monde, si on a sans arrêt des armes nouvelles, ce n'est pas simplement pour faire défiler le jour de la fête nationale, c'est aussi pour s'en servir. Et malheureusement, on voit aujourd'hui comment ça se passe. C'est quelque chose que vous remarquez également sur le monde ouvrier, dans la postface à Rouge dans la brume. Vous expliquez aussi que, tout en écrivant Les Vivants et les Morts, vous aviez déjà l'idée au moins du deuxième. Et surtout, vous aviez constaté que dans l'actualité des luttes ouvrières, on était en avance sur ce que vos personnages... Puisqu'il est question d'une occupation d'usine. Oui. Quand j'ai écrit les Vivants et les Morts, parmi les choses qui m'avaient suscité, c'est cette chose que je croyais impensable. Il y avait eu plusieurs affaires où les employés d'entreprise s'en étaient pris à l'outil de travail. Moi, j'ai grandi dans l'idée que s'il y a une chose auquel on ne s'attaque jamais, c'est l'outil de travail. Et quand j'ai travaillé dans l'imprimerie et que nous avons fait la grève, je peux vous assurer que jamais l'atelier n'a été aussi bien entretenu. Or, il y avait eu l'histoire avec Celatex, il y avait aussi Moulinex, enfin, il y en avait plusieurs. Il n'y avait pas que des rimes en ex, mais enfin, il y avait ça. Donc, j'écris sur cet élan-là, sur l'idée, on s'en prend à l'outil de travail, ce qui me paraissait un tabou indestructible. Et puis en écrivant ça, je me rends compte que finalement, je suis en retard avec mon temps, parce que je me dis, puisque ces actions-là échouent d'une certaine manière, le cas suivant, ça sera de s'en prendre aux personnes. Et c'est comme ça que j'ai écrit Notre part des ténèbres, où cette fois-ci, on ne s'en prenait plus à l'outil de travail, mais on s'en prenait aux dirigeants. Et en écrivant ça, Notre part des ténèbres se passe sur un bateau, et donc ça se passe en une nuit, etc. J'étais dans le modèle classique de la tragédie, la règle de 3, une seule action, une seule chose, etc. Et en même temps, je me disais, en l'écrivant, là aussi, je me trompe parce que ce que l'on nous présente comme des conflits locaux, des conflits ponctuels, des conflits de branches, sont en réalité un seul et même conflit qu'on pourrait résumer de façon lapidaire en disant c'est la lutte entre l'actionnariat et le salariat. Et donc j'ai écrit Rouge dans la brume, où l'on voyait dans 3 choses très différentes, dans une usine mécanique, dans une usine de tissus et dans une usine chimique,
Là aussi, c'était pas mal puisque c'était l'usine qui a brûlé comme à Rouen. Oui, voilà, c'est ça. Luminex, non Luminor, je ne sais plus comment. Bref, ces trois-là étaient soudain réunis en un seul conflit parce que ceux de la grève du premier allaient s'associer à la deuxième et puis ils allaient à la troisième. Donc voilà, et je crois que c'est ça aussi, et essayer de comprendre. Moi, je pense être un écrivain réaliste, c'est-à-dire que le réel interroge, et essayer de lire dans les signes que nous recevons ce qui justement sera la marche suivante. Alors, pour terminer ce tout petit portrait, puis après, je voudrais vraiment qu'on rentre dans le détail de l'œuvre et des romans notamment, enfin, et aussi des films, parce que je voudrais qu'on parle aussi de Corpus Christi en particulier. Euh, pour terminer ça, je voudrais compléter la notion d'artiste de variété dont on a parlé tout à l'heure, donc écrivain, cinéaste, poète, documentariste. On ne va pas parler de cyclisme parce que Non. ça pourrait, mais enfin... Vous savez, le vélo est la métaphore parfaite finalement du cinéma et de la littérature. Pourquoi ? Parce que quand on fait du vélo, et notamment quand on en fait à Paris, dans le circuit qui est à Vincennes, on tourne. On tourne comme on tourne un film. Et puis, trouver la trajectoire exacte dans un virage, trouver le bon cran. Au fond, c'est ce qu'on fait lorsqu'on écrit et que l'on réécrit sans cesse la phrase jusqu'au moment où elle paraît absolument sans faille. Bien, c'est comme Jacques Anquetil sur son vélo, la perfection. Ouais. Bon, donc ça, je sais que ça occupe aussi une grande place, notamment avec la marque de votre vélo, qui est le nom d'un grand documentariste, je crois. On m'a offert un vélo Stork. Voilà. Et Stork, Henri Stork, était le grand documentariste belge, même que j'ai connu et que j'ai beaucoup aimé. Donc tout se tient, quoi. Tout se tient. Voilà. Y a juste un dernier point que je voulais évoquer aussi, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être aussi entendu Gérard Mordillat sur France Culture dans l'émission des Papous dans la tête, ou bien dans la suite qui s'appelait Les Décraqués. Oui. Où vous savez probablement le principe, hein, c'est un peu le même principe que l'ouvroir de littérature potentielle de Raymond Queneau et compagnie, c'est-à-dire les contraintes. On va demander à quelques auteurs, quelques écrivains d'écrire un texte en obéissant à une contrainte bien particulière. Il y avait une contrainte, moi, que je trouvais absolument géniale, qui est la contrainte des définitions, c'est-à-dire qu'on invente un mot complètement farfelu, et puis on met une définition dessus. J'en ai repéré deux en me documentant. Je ne peux pas m'empêcher, je trouve. Voilà. Par exemple, savez-vous ce que c'est qu'une ambistrature ? Alors, l'ambistrature, c'est le moment précis où l'on ralentit le pas en se demandant si par hasard on ne se serait pas trompé de chemin. Tout le monde voit ce que c'est maintenant. Vous voyez ? Ou bien le pétégoumé. Oui. Pétégoumé, c'est pas mal aussi. Pétégoumé, c'est réciter des phrases de Jean d'Ormesson en faisant claquer sa langue pour savourer la beauté du texte. Voilà, donc c'est ça aussi, Mordillat, et c'est vrai que le dimanche midi, c'était une ambiance assez folle, quoi. C'était assez génial, ça. Est-ce qu'on rentre un petit peu plus dans le travail ? Parce que voilà, maintenant on a fait Mais vous y êtes entré avec, on y est déjà, avec les Papous, parce que en réalité, ces jeux littéraires, ces jeux, c'est de la littérature. Et c'est ça qui est formidable. Et il n'y a pas de différence entre ça et d'autres travaux que j'ai pu faire. Un de mes grands regrets cinématographiques, c'est que lorsque nous avons tourné Corpus Christi avec Jérôme Prieur, nous avons filmé Émile Puech, je crois qu'il est, oui, encore, l'éditeur officiel des manuscrits de Qumran en Israël. Et Émile Puech nous avait fait une démonstration absolument magistrale que nous n'avons pas montée dans le film parce que c'était en dehors. Il nous avait fait la démonstration que les béatitudes qui sont dans l'évangile de Matthieu, heureux les pauvres, etc., alors c'est extrêmement savant. C'était au fond un jeu littéraire parce que ce texte est d'un grec très particulier. Donc il faut déjà une grande maîtrise du grec pour se rendre compte que ce grec-là est un grec des barrières.
Et Émile Puech montrait que ce texte qui est écrit en grec avait été écrit en réalité sur un modèle prosodique hébraïque. 16 pieds, 15 pieds, 14 pieds, etc. C'est-à-dire que l'auteur s'était contraint à écrire dans une langue européenne sur une structure grammaticale d'une langue sémitique qui n'a absolument rien à voir. Et donc, c'était l'oulipo, c'était les palpous dans la tête, c'est-à-dire que c'était de la littérature. C'est de la contrainte, ouais. Et que, bien évidemment, en aucun cas, Jésus n'avait pu dire ça, en tout cas pas dans ces formes-là, mais que l'auteur avait une maîtrise tout à fait exceptionnelle déjà de ce qu'il écrivait. Ce n'était pas simplement une notation ou des conversations retranscrites. Alors, je ne sais pas par où commencer. Enfin, est-ce qu'on continue sur Corpus Christi, du coup, ou qu'est-ce que vous... Oui, on peut enchaîner là-dessus. Il y a une chose qui moi, me travaille toujours au fond. Lorsque certains me demandent qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai écrit, est-ce que je fais des films, j'ai toujours la même réponse. Pour moi, c'est écrire. Ouais, c'est ça. Parce que écrire... parfois, ça prend une forme romanesque ou la forme d'essai ou poétique, et puis le cinéma est une forme d'écriture. Et je suis absolument convaincu que si Victor Hugo, voire Émile Zola, avaient connu le cinéma, ils auraient été aussi des cinéastes. Pasolini, en Italie, était un écrivain, mais il a été aussi un cinéaste. Et il a été un écrivain cinéaste. Le cinéma comptait pour lui dans la mesure où c'était le véhicule de ce qu'il écrivait. Et donc, il y a ça. Et il y a cette chose que j'aime beaucoup, une phrase de Mallarmé qui disait que, je crois, la danse et la musique s'allumaient pour lui de feux réciproques. Eh bien, pour moi, la littérature et le cinéma s'allument de feux réciproques, mais c'est tout un. Et donc, travailler sur les textes du Nouveau Testament ou sur le Coran ou préfacer une nouvelle édition des chapitres de Marx sur le travail, ou participer au papou dans la tête, ou écrire le scénario d'une bande dessinée, tout ça, c'est de la littérature, tout ça, c'est de l'écriture. Et voilà le point qui, pour moi, est le point central de ce que je fais. Et alors, sans oublier notre thème de départ qui est le peuple, moi, je voudrais souligner aussi le fait que ça n'empêche pas dans votre œuvre, dans votre travail, d'avoir des choses qui sont très différentes les unes des autres. Si on veut parler de romans dont la lecture, entre guillemets, est facile, mais ce n'est pas du tout péjoratif, évidemment, quand je dis ça. De l'autre côté, à l'autre extrémité, si je peux dire, vous avez produit vos films, vos documentaires sur Corpus Christi, la naissance du christianisme, sur l'islam. Vous avez produit là des objets documentaires qui sont d'une, je ne sais pas comment dire, d'une sécheresse magnifique, enfin, qui sont d'un style impeccable, mais en même temps sans absolument aucune fioriture. Non. On a des plans fixes, des gros plans face caméra. On a juste des tout petits inserts avec des lectures de texte en voix off. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien pour distraire le téléspectateur, le spectateur, de quelque chose qui doit faire appel à son intelligence. Vous avez dit une phrase qui est très très forte, je trouve, parce que ça a quand même été diffusé en prime time lorsque c'est sorti en 97, 12 épisodes sur 12 lignes du Nouveau Testament, c'est quand même pas mal. Et vous avez dit quand même quelque chose qui est très rare à la télévision, c'est le spectacle de l'intelligence. C'est tout le travail que nous avons fait avec Jérôme Prieur, mais que j'ai continué ensuite avec Bertrand Roté lorsque nous avons fait travail salaire profit, et que je suis en train de faire actuellement sur la question de la propriété. C'est-à-dire que je fais le pari, et d'ailleurs ça m'a été justement confirmé par les chiffres, que lorsqu'on s'adresse intelligemment au public, le public répond intelligemment. Et c'est vrai que ce que j'ai fait sur ce terrain-là, c'est une forme sévère, mais qui permet justement
d'entendre et de se concentrer et de réfléchir sur ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et je crois que c'est très important. La télévision peut être un outil extraordinaire de savoir. Or, malheureusement, il y a toute une tendance, et qui est très largement majoritaire, de vouloir viser toujours plus bas. Moi, je crois qu'au contraire, nous sommes tout à fait capables d'entendre et de réfléchir face à une chose. Et dans les travaux que j'ai faits, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'interrogation, etc. Ce que nous rendons au public là, l'interlocuteur, c'est le public. Et donc, il est capable là d'exercer son esprit critique et de réfléchir au monde. Et je crois que ça, c'est essentiel. Je crois que c'est un travail fondamental. Mais finalement, ce travail, nous l'avions commencé il y a très très longtemps avec Nicolas Philibert lorsque j'ai réalisé mon premier film qui s'appelait La voix de son maître sur le discours patronal. Et je crois que là aussi, on parlait du peuple tout à l'heure. C'est vrai que dans mes romans, j'ai voulu faire, et j'espère avoir réussi à faire entendre sa voix et la faire entendre puissamment. Mais je crois que cette idée de faire entendre les voix que l'on n'entend pas est une chose qui, finalement, m'anime encore et m'animera toujours, je crois. Parce que lorsque, en 1976, avec Nicolas Philibert, nous faisons ce film sur le discours patronal, on ne peut pas dire que le discours patronal était à ce moment-là une chose qui occupait les médias au sens large. Donc, on fait entendre quelque chose. Lorsque je tourne plus tard la véritable histoire d'Artaud Momo sur le poète Antonin Artaud, je fais entendre la voix des poètes. Et la voix des poètes n'est pas celle qui domine aujourd'hui le paysage médiatique. Lorsqu'avec Jérôme Prieur, nous faisons ces travaux sur la littérature chrétienne ou sur la littérature musulmane, nous faisons entendre là la voix des exégètes et des historiens qui sont, à nos yeux, les derniers grands lecteurs de ce temps, qui est une voix qui n'est pas non plus réellement entendue. C'est une toute petite part des sciences sociales et de l'histoire. Et de la même manière, les films que j'ai réalisés récemment sur le terrain économique, c'est la même chose. Il y a là de grandes intelligences qui s'expriment. Je pense en particulier à Alain Supiot ou David Graeber ou des gens comme ça. Eh bien, ce ne sont pas ceux que, là encore une fois, les médias présentent comme les intellectuels. Il y a des intellectuels qui sont pour moi plutôt des histrions et des farceurs que l'on présente comme tels. Et j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer, au contraire, de grandes intelligences, de grands lecteurs, des personnes qui avaient et qui continuent de réfléchir sur les textes et sur le monde où nous sommes. Et donc, d'une part, toujours avec cette exigence, toujours avec cette possibilité de mettre à disposition, parce que votre combat, entre guillemets, c'est que les choses soient disponibles entre Corpus Christi, qui existe dans des éditions de poche vraiment à des prix totalement dérisoires, mais le texte est magnifique, et évidemment, ça doit exister en DVD, bien sûr. Et puis, je pensais aussi à vos adaptations, lorsque, par exemple, vous faites des adaptations, notamment des vivants et des morts. Je crois qu'on vous a proposé de faire un film et vous avez dit non, moi je veux le faire à la télévision. Oui, pour les vivants et les morts, j'avais au fond le choix entre la voie cinématographique et la télévision. La voie cinématographique, c'était tentant, mais je savais que, bien que le distributeur me jure grand Dieu qu'il me laisserait faire un film de 2h10, je savais que ce n'était pas vrai, que ça ne tiendrait pas le coup. Et moi, je préférais finalement aller à la télévision et faire 8 épisodes d'1 heure qui me paraissaient d'abord rendre justice à ce qu'était mon propos et ensuite s'adresser au public à qui s'adressait ce film. Et c'est vrai que c'était la grande leçon de Rossellini. Rossellini ne pensait pas qu'il y avait un genre noble et un genre vulgaire. Le cinéma n'était pas un genre noble et la télévision un genre vulgaire. Rossellini a réalisé pour la télévision, puisqu'il ne trouvait plus du tout d'argent pour le cinéma, La prise du pouvoir par Louis XIV. Eh bien, je crois que bien des cinéastes aimeraient dans leur vie faire quelque chose comme La prise du pouvoir par Louis XIV. Donc, moi, j'ai fait ce choix en conscience, de la même manière que je me suis toujours assuré que tous mes livres paraissent en livre de poche. Ce qui est important, c'est finalement
c'est pas le vecteur de diffusion, c'est que l'œuvre atteigne les personnes à qui elle est destinée, qui n'est pas un groupe indistinct, c'est toujours un lecteur ou une lectrice, ou un spectateur ou une spectatrice. Mais il faut passer par ça, je crois que c'est extrêmement important à mes yeux. Ouais. Est-ce qu'on aborde un petit peu plus les romans maintenant? On va peut-être. Moi, je voudrais qu'on se focalise peut-être un tout petit peu plus, puisque vous avez défini le peuple tout à l'heure comme étant le peuple ouvrier, la classe ouvrière. On se focalise peut-être un petit peu plus sur le triptyque. Oui, si vous voulez. Hein. Donc, on a donc ces 3 romans, je les ai déjà montrés, donc ils sont tous en poche. Hein, Les vivants et les morts. Alors, Les vivants et les morts en premier, qui raconte l'histoire de Rudy et Dallas. Oui. Un jeune couple là et qui nous raconte donc l'occupation d'une usine qui est Plasticos, enfin ce qu'on appelle l'Acos dans la région, dans une petite ville du Nord. Occupation après la décision du propriétaire de fermer cette usine. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, dans votre roman, il y est question, parce que vous croyez être peut-être pas en avance, enfin de prévoir, alors qu'en réalité, vous étiez peut-être en retard sur l'actualité, il est question de sabotage des machines, de saccage des locaux, etc. Bref, d'avoir une action très, très, très forte. Il y a là-dedans, juste je finis ma phrase, il y a là-dedans des personnages, des gens comme Lorquin, par exemple. J'aime beaucoup le docteur Cops aussi, je crois. Hein. Sa femme également, qui est très, très intéressante. Gisèle également, qui passe d'un camp à un autre. Moi, ce que je voudrais dire pour vous donner une idée et l'envie aussi d'aller voir les romans de Mordillat, c'est que moi, ce qui m'a frappé, en fait, vraiment, en faisant cette préparation, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnages secondaires dans les romans, dans les romans ouvriers, dans ces trois-là au moins. Il n'y a pas vraiment de personnages secondaires parce que chacun est comme une sorte de facette du monde capitaliste et du monde ouvrier dans lequel vivent ces gens. Et c'est tout l'ensemble qui avance en même temps, en quelque sorte. Et au-delà de ça, enfin, je vais en reparler tout à l'heure parce que je voudrais dire d'autres petites choses aussi là-dessus. Il y a une grande dignité chez tous ces personnages. Ils sont tous portés par quelque chose. Nous sommes dans des rencontres philosophiques et un des personnages des vivants et les morts explique justement la théorie kantienne, comme quoi il y a des choses qui ont une valeur et donc que l'on peut acheter et des choses qui n'ont pas de valeur mais qui ont une dignité et que cette dignité, eh bien, c'est la leur. Mais je voudrais profiter de ça pour expliquer quelque chose sur la relation entre la littérature et le cinéma. Parce que c'est vraiment une constante, je pense. Quand j'écris Les vivants et les morts, pas un seul instant, je pense que je pourrais faire un film ou quoi que ce soit avec ça. J'écris ce livre pour en écrire un livre et que ce soit un livre et que sa valeur soit une valeur littéraire. Un producteur s'intéresse à ça et me propose donc de monter une série à partir de ça. Il n'y arrivera pas et c'est un autre producteur qui y parviendra. Donc, je tourne la série. Très bien. Et puis, un jour, dans une rencontre comme celle-là, un jeune homme m'aborde et me propose d'en faire un spectacle musical. Ce qui me paraissait une chose très bizarre. Et donc, finalement, on se met d'accord et nous montons ce spectacle qui est, le terme paraît impropre, mais une sorte d'oratorio, parler, chanter, etc., qui se joue sur une scène nue, etc. Donc, à la fois, pour écrire la série, je suis vraiment sorti du livre, puisque j'ai tout refait en fonction des acteurs qui allaient incarner les personnages. Et puis là, on fait encore autre chose, quelque chose qui est du théâtre et qui n'a de vérité et de force qu'au théâtre. Donc c'est encore une autre chose. Et d'ailleurs, à l'occasion, je demande à François Morel d'écrire les chansons pour pouvoir me sortir complètement de ça. Et puis, donc il y a encore cette chose-là. Et puis, la collection bouquins me propose d'éditer un volume avec 4 de mes livres. Et je
non seulement je relis tout, mais je réécris encore une fois Les vivants et les morts au regard de mon expérience de télévision et de mon expérience de théâtre. Donc il y a, quand je disais que ça s'allume de feu réciproque, c'est exactement ça. Je pourrais citer Vive la sociale de la même manière. J'écris Vive la sociale comme premier livre, et je le dis sans fausse modestie, c'est un succès, puisque on en vend à peu près 15 000 exemplaires, ce qui pour un premier roman est exceptionnel. Généralement, c'est entre 800 et 1200 volumes. Là, on en vend 15 000. Et en même temps, quand j'ai le livre en main, j'ai le sentiment que c'est pas ça. Et donc, comme je me sens autant cinéaste qu'écrivain, je décide de le refaire par d'autres voies et je tourne Vive la sociale. Même scénario, grand succès critique, grand succès public, prix Jean Vigo, etc. Et quand je vois le film, je me dis, c'est toujours pas ça. Et lorsque le Seuil me propose de l'éditer en poche, j'accepte à condition de réécrire entièrement le texte, ce que je fais. Et je l'ai même réécrit encore une autre fois, 10 ans après. Et Jean-Étienne Cohen-Ca, qui est mon éditeur, m'avait d'ailleurs offert, et je l'ai toujours, une édition de l'Imprimerie nationale où il y a toutes les versions de Poil de carotte de Jules Renard, qui toute sa vie est revenu écrire ça. C'est-à-dire que les choses ne sont pas mortes et que ce chemin du livre au film, au livre, je l'ai aussi vécu en compagnie d'Antonin Artaud. Je pars du journal d'un jeune poète qui s'appelait Jacques Prevel. Je tourne un film de fiction à partir de ça avec Samy Frey et Marc Barbet. Avec Jérôme Prieur, nous tournons le documentaire qui s'appelle La véritable histoire d'Artaud Momo, où nous avons retrouvé tous ceux qui étaient les amis, les amours, les compagnons d'Artaud qui étaient encore vivants à ce moment-là. Et puis, au bout du compte, nous rééditons l'intégrale du journal de Jacques Prevel et l'intégrale de ses poèmes. Donc, on est parti d'un livre et on est arrivé à un livre. Et de la même manière, lorsqu'on a fait sur les travaux sur la littérature chrétienne, on a publié ensuite 3 essais au Seuil, et de la même manière sur les travaux sur le Coran. On est parti là aussi des livres du Nouveau Testament et on est arrivé à ça. Donc il y a toujours cette relation, et je crois que c'est quand je dis que ce qui finalement me suscite, c'est l'écriture, eh bien c'est ça. Et de faire entendre des voix qui ne sont pas les voix que l'on entend d'ordinaire, qui sont des voix interdites ou des voix empêchées. Je crois que c'est très important. Alors, je finis très rapidement sur le triptyque, puisque j'avais commencé triptyque, ça veut dire 3. Donc, en deuxième, Notre part des ténèbres. Donc, c'est ce roman qui est un peu, qui est très étonnant, parce que c'est un 31 décembre sur un bateau de croisière. Tous les membres, tous les responsables d'un fonds spéculatif américain sont là pour fêter le réveillon du jour de l'an. Et puis, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pris en otage par... le bateau est détourné par tout un ensemble, par tout le personnel d'une usine qui vient d'être vendue à un fonds spéculatif en Inde. Bon, et donc là, c'est quoi? C'est le fantasme. C'est le fantasme de créer une telle situation. Oui, c'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore sur sur le naufrage du capitalisme, Ouais. bien sûr. Mais c'est un livre extrêmement précis sur un certain nombre de choses, et notamment dans ceux qui sont les invités de ce fonds spéculatif pour fêter le Nouvel An, il y a le ministre de l'Intérieur. Et donc, par des parents d'élèves, une mère de parents d'élèves qui était copine de ma sœur, qui était... je ne sais plus son grade, mais je crois qu'elle était colonel dans la gendarmerie, m'a fait rencontrer des gens. Et puis, j'ai fait tout relire le texte à quelqu'un de très haut placé, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, pour vérifier que ce que j'indiquais était exactement ça. Et ce monsieur m'a fait un des plus beaux compliments que j'ai reçus. Je l'ai invité à dîner pour le remercier d'avoir relu le texte et de m'avoir corrigé sur tout ce qui n'aurait été invraisemblable. Et il m'a dit, vous savez Gérard, quand ça arrivera, on vous entendra comme témoin. C'était très bien, j'étais très content.
Et puis le troisième, donc, Rouge dans la brume. Alors, moi, j'aimerais parler de l'écriture, et puis je vais vous donner la parole juste après. J'aimerais parler un tout petit peu de l'écriture, parce que justement, moi, je m'étais fait une remarque en lisant le triptyque, et puis en finissant le Rouge dans la brume, la dernière réplique m'a dit que j'avais eu raison, m'a conforté dans l'idée que j'avais eu raison dans la lecture que j'avais faite. Est-ce que je peux lire la dernière réplique Oui, ou oui, dites-la. c'est pas une réplique qui vous dit qui est l'assassin ou quelque chose comme ça, hein. Vous allez pas, si vous lisez le roman, vous n'allez pas découvrir quelque chose, une grande surprise. C'est juste Carvin qui est le personnage principal de ce roman, dont Gérard Mordillat a expliqué tout à l'heure que en fait toute l'idée c'est d'essayer d'essaimer en quelque sorte les occupations d'usines pour que le mouvement devienne beaucoup plus général. Et en fait, il a une dernière réplique lorsqu'on lui dit, mais si te tue, qu'est-ce que tu vas devenir? Et il répond, au moins j'aurais fait entendre ma voix. Et en fait, ça c'est une particularité des trois romans notamment, c'est qu'il y a énormément de dialogues. Et quand il y a énormément de dialogues, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, c'est évidemment pas par hasard, c'est pas simplement un procédé littéraire, entre guillemets, qui pourrait apparaître facile comme ça. En réalité, c'est tout le contraire, c'est que c'est l'intention même de vos romans, c'est de donner la parole à des gens qui, en général, ne l'ont pas. C'est exactement ça. Mais je suis content que vous citiez cette dernière phrase, parce qu'il y a un conseil que donnait Claude Sautet et que j'ai toujours suivi. Lorsqu'on discutait avec Claude Sautet de quelque chose qu'on écrivait, que ce soit un scénario ou que ce soit un roman, il n'avait qu'une question. Ça se termine comment? Parce qu'écrire des débuts, c'est extrêmement facile. Mais savoir où on va, c'est compliqué. Et moi, j'écris toujours tous mes livres en même temps, le début et la fin. Tant que je n'ai pas une idée extrêmement claire et très précise de ce qu'est la fin, je ne peux pas écrire. Parce que commencer, ça va très bien. Et dans un de mes livres qui s'appelle La Brigade du Rire, il y a une discussion entre deux types sur le cinéma. Et l'un explique que, par exemple, il y a des cinéastes du début. Stanley Kubrick est un cinéaste du début. Il tient généralement 40 minutes et après, il n'en a plus rien à faire. Je ne suis pas d'accord. C'est n'importe quoi. En France, il y a Bertrand Blier. Bertrand, lui, c'est 20 minutes, pas plus. Mais c'est brillantissime, le début. Là non plus, je ne suis pas d'accord, mais bon. On en parlera. Kubrick, il y a une ou deux exceptions. Il y a Shining, qui est une exception. Quand même. Oui, qui est une exception. Le reste, j'ai du mal. Ouais. Barry Lyndon, la deuxième partie, c'est n'importe quoi. Orange Mécanique, après... Bon, c'est pour ça, on va rester sur Mordillat, on va pas... je voudrais terminer aussi par quelques éléments dans votre écriture. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de livres dans tous vos romans, ça c'est une constante. Il y a même un personnage qui est presque l'envers de Jésus. Je peux oser faire un parallèle? Il le sait même pas lui-même. Donc je vais essayer de lui prouver. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai pas réussi à le retrouver dans Les Vivants et les Morts, ce personnage qui est accidenté du travail parce qu'il est resté coincé dans une presse qui était en cours de nettoyage et que on nettoyait les restes de la fabrication d'une encyclopédie, si je ne me trompe pas. Enfin, on pilonne une encyclopédie et ça, c'est pas dans Les Vivants et les Morts. C'est dans lequel? Alors, j'ai confondu, je ne sais plus. C'est dans un autre qui m'a échappé. Et alors, en fait, toute l'idée, c'est les amis qui récoltent les encyclopédies en question pour, d'une certaine manière, indirectement, récupérer les jambes du camarade qui a été blessé. Vous êtes sûr que c'est de moi? Oui. Non, je ne lis plus que du Mordillat, moi, depuis... Bon, et en fait, dans la fin de l'introduction de Corpus Christi, c'est l'introduction qui est reproduite à chaque fois dans tous les petits volumes, là, les trois phrases qui terminent ça, c'est son corps crucifié fut-il celui d'un Dieu, donc il est question de Jésus, donc, son corps crucifié fut-il celui d'un Dieu, celui d'un homme, ou le corps d'un texte?
Comme si donc ce personnage était devenu du texte en étant transformé en encyclopédie, comme si Jésus n'avait pas d'autre existence réelle que dans le corps du texte, comme si le texte était ce qui donne la chair à Jésus. C'est pas mal comme idée, non? Oui, c'est pas mal comme idée. Bon, ça va. Si vous voulez, moi je n'ai aucun doute sur l'existence historique d'un personnage nommé Jésus. Et j'aime beaucoup la phrase d'Henri Barbus qui disait « Du temps où Jésus vivait, il n'y avait pas de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est apparu, il y a longtemps que Jésus était mort. » Donc, ce qu'on appelle le Jésus historique, il est inconnaissable. Enfin, on ne saura jamais, et je dirais la même chose de Mahomet, le Mahomet historique, on ne saura jamais. Mais la chance de Jésus, c'est que de tous les prophètes de son temps, il est le seul dont l'histoire écrite nous a été transmise. Or, ces textes ont fini par construire un personnage qui est un personnage qui a justement une réalité, une chair, des pensées, des émotions, etc., mais qui est sorti au fond comme un djinn sorti d'un corps. Donc aujourd'hui, le corps, c'est le corps du texte. Il n'y en a pas d'autre parce qu'il n'y a pas, contrairement à des choses qu'on a vues dans la chrétienté, il n'y a aucune relique d'aucune sorte et il n'y a même aucune trace autre que la littérature néo-testamentaire. Et cette littérature ne nous fait pas entendre l'histoire. D'ailleurs, elle n'a pas du tout été écrite pour nous faire entendre l'histoire. Elle nous fait entendre au mieux l'écho de l'histoire. Et donc, c'est cet écho qui produit ce texte, et ce texte, eh bien, prend une réalité. Et ça, c'est effectivement un processus qui est finalement celui du roman. Alors, j'aurais voulu aussi parler de tous ces éléments qui composent vos romans. Par exemple, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de corps à corps dans vos romans. Comme si il était important de ne pas réduire les personnages qui sont des ouvriers à leur seule fonction ouvrière, en quelque sorte. Comme s'il y avait une sensualité qu'il fallait absolument remettre en avant, là. Mais vous avez cité le fait qu'il y a aussi beaucoup de dialogues. Ouais. Ça aussi, c'est une chose qui m'a toujours étonné et qui me fait sourire, c'est que dans beaucoup de téléfilms, disons, et même de films, on n'a pas beaucoup d'idées dans la manière dont les ouvriers, les ouvrières peuvent s'exprimer. Donc généralement, on réduit ça à quelques répliques plus ou moins argotiques, etc. Pour les paysans, c'est encore pire, on n'a rien à faire. Le paysan est toujours muet et il mange sa soupe. Bon, alors que là aussi, non seulement dans ma famille, mais autour de moi, dans ma vie professionnelle et tout, je connais des gens qui tous s'expriment et s'expriment oralement avec tout ce qu'il faut. Et ça a le même lien avec, au fond, la sexualité. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette vieille chose du Parti communiste de Jeannette Vermersch qui pensait que les ouvriers devaient se reproduire une fois par an, une saillie qui permettait de continuer le combat. Mais bon, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a là aussi, enfin, je suis convaincu que vous avez tous ce type d'expérience. Lorsqu'on travaille dans une entreprise, eh bien, il y a aussi des rapports amoureux qui aboutissent ou qui n'aboutissent pas. Mais enfin, il y a une sensualité dans les rapports, dans la façon de travailler, etc. Or, c'est vrai que la caractéristique, je crois, fondamentale de mes romans, c'est qu'il n'y a pas de héros au sens premier du terme, mais il y a réellement des héroïnes. Non pas que j'ai décidé un jour de dire il faut écrire simplement sur des femmes, etc. Ça m'est venu sans doute de beaucoup de choses, mais en tout cas c'est ça. Et ces femmes, je tenais absolument qu'elles aient à la fois une intelligence, une sensibilité, des peurs, du désespoir, de l'enthousiasme, et puis aussi une sexualité, qu'elle soit vivante, qu'il y ait quelque chose qui fasse entendre et sentir cette palpitation de la vie, tout simplement, et de ne pas le mettre de côté, et ne pas faire que les histoires passionnées, eh bien, les histoires passionnées dans mes livres sont pour moi exactement de même nature que les histoires passionnées qu'il y a dans le théâtre de Shakespeare.
c'est la même chose. D'un côté, il y a des reines et des princesses, etc. Et là, eh bien, il y a des ouvrières, des employés, etc. Mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas le titre qu'on leur donne, c'est ce qui les anime, ce qui les pousse, ce qui les fait vivre. Et c'était pour moi l'essentiel. Est-ce que je peux m'autoriser de terminer? Je voudrais finir pour ce qui est de mon intervention, et puis après je vous donne la parole, c'est promis. Est-ce que je peux m'autoriser, là encore, une toute petite lecture? Je peux. C'est juste pour vous donner une petite idée de la question de la dignité dans les romans de Gérard Mordillat. Moi, j'ai été frappé, vous allez comprendre, ça tombe bien, par cette scène-là. C'est une scène très courte, hein, c'est des petits chapitres qui sont parfois très courts. Et c'est autour d'un personnage. Vous allez peut-être trouver paradoxal que je cite ça comme exemple de cette dignité, mais moi, ça m'a paru absolument évident. C'est Arnaud, le personnage qui s'appelle Arnaud, A-R-N-O. Sa mère avait quitté son père quand il avait 5 ans et n'était jamais revenu, ni n'avait donné signe de vie. Il vivait dans le nord, un petit ensemble de 6 tours au large de Denain, les Floralie. Son père, employé municipal, l'avait élevé seul à la dure. Le soir de son 17e anniversaire, Arnaud le trouva avachi, comme tous les soirs, devant la télé. « Tu sais quel jour on est ?» demanda-t-il à son père. « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? C'est mon anniversaire. »« Ah !» avait dit le père, sans que cela l'émeuve plus que ça. Arnaud alla éteindre le poste. Son père se leva d'un bond. « Où tu te crois ? Tu vas me... » Le coup partit avant qu'il ait eu le temps de finir sa phrase. Un direct du droit en pleine face. Le père tomba sur le lino. « Relève-toi, dit Arnaud, en lui tendant la main pour l'aider. C'est mon anniversaire. » Le père se releva, mais à peine fut-il sur pied qu'Arnaud le frappa à nouveau, toujours sur le visage, sur le nez, sur la bouche, sur les yeux. Il frappait des 2 poings. « Tu te souviens maintenant ?» Le père buvait du sang. Arnaud le força à écouter. « J'ai 17 ans aujourd'hui. Je veux que tu chantes joyeux anniversaire. Vas-y, chante, je t'écoute. » Le père grommela. « Je t'emmerde. » Arnaud le gifla du revers de la main. « T'as compris ou tu veux encore des explications ?» Il secoua son père. « Quand je te dis chante, tu chantes. » Alors le père chanta. « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. » « C'est bien, dit Arnaud quand il eut fini. Puis il repoussa son père dans son fauteuil, il ralluma la télé. « À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui cogne. » Très bien. Oui, mais la scène est exemplaire d'une certaine manière, vous avez raison. C'est exemplaire de justement cette... oui, ce que défend Arnaud, c'est sa dignité. Et il a été jusqu'à là un enfant battu, il ne le sera plus jamais. Et il a choisi ce moment très singulier de son anniversaire pour marquer une rupture définitive avec son père et vraisemblablement sa famille. Merci, on va donner la parole. On doit avoir des micros qui... Je ne vais pas poser la première question, parce que j'en ai déjà posé 25, là. Mais peut-être je peux redire une chose, parce que ça me tient à cœur, sur les personnages féminins de mes romans. À la réflexion, parce que ce n'est pas partie de ça, mais à la réflexion, je pense qu'il y a 2 éléments qui, pour moi, comptent beaucoup. D'une part, il y a très longtemps, avec Jérôme Prieur, nous étions à Manchester pour voir le papyrus Ryland, qui est une petite chose comme ça, qui est sans doute la plus vieille copie d'un évangile selon Jean. Les épigraphistes le datent de 150. C'est quelques lignes. Et donc, nous avons vu ça au musée. Ça ne nous a pas, évidemment, pris la journée. Et ensuite, nous errions dans Manchester en attendant de reprendre l'avion. Et nous avons trouvé là, sur une rue, une tente, un barnum, qui était tenu par les femmes des mineurs anglais qui avaient mené ces très longues grèves contre Margaret Thatcher. Nous sommes rentrés, elles vendaient des brochures et puis des pâtisseries pour alimenter un fonds de soutien aux chômeurs. Et ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. On a échangé quelques mots avec elles, on a acheté des pâtisseries. Et moi, je crois que je suis sorti de là profondément bouleversé de cette rencontre.
parce que ces femmes étaient les femmes des mineurs. Elles n'étaient pas les mineurs. Elles étaient leurs sœurs, leurs mères, leurs cousines, leurs voisines, etc. Et ces femmes, finalement, la grève était perdue, les syndicats étaient détruits, les mines fermaient, il y avait un chômage absolument massif, une misère qui gagnait chaque jour un peu plus. Eh bien, elles continuaient à vendre des brochures pour expliquer ce qui avait été le sens du mouvement, pour le populariser et pour appeler à continuer la lutte. Et moi, je trouve que ça, c'était exceptionnel dans la mesure où, pendant tout le conflit, c'est aussi elle qui a fait vivre ce conflit, c'est-à-dire qui s'était occupée des familles, des enfants, de leurs maris, etc., qui, eux, se montraient à la télévision ou sur les piquets de grève. Et c'est vrai que dans mes romans, il n'y a pas de femmes de mineurs anglais, mais je suis convaincu qu'il y a là leurs fantômes, qu'elles sont partout et que finalement Dallas, dans Les vivants et les morts, c'est une femme de cette nature. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi à la réflexion, c'est que je me suis rendu compte que mes amitiés littéraires étaient majoritairement des amitiés féminines. J'ai été très lié à Geneviève Serrault, que plus personne ne connaît aujourd'hui, qui était aussi bien la femme de Jean-Marie Serrault, metteur en scène de théâtre, et puis on connaît aujourd'hui plutôt Colline, sa fille. Mais Geneviève était une des premières traductrices de Brecht, et puis elle était la secrétaire de... Ça ne veut pas dire qu'elle tapait à la machine, la secrétaire d'édition des Lettres Nouvelles où j'ai publié mes premiers textes. Un écrivain magnifique. J'ai été très lié à Marguerite Duras, dont j'ai publié, quand je travaillais à Libération, l'été 80, à Béatrice Beck, sur qui j'ai réalisé un film, à Christiane Rochefort, qui habitait dans le 20e, où habitait un de mes grands-oncles. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis toujours très lié à la fois sur le plan épistolaire et sur le plan politique avec Annie Ernaux ou avec Michel Perrault. Donc je sens qu'il y a sans doute une part de moi qui se reconnaît profondément dans cette littérature et que c'est aussi sans doute pour ça que les personnages de femmes sont prépondérants dans les livres que j'écris. Et ça m'importe. Je crois que c'est vrai. Et j'aurais adoré rencontrer Violette Leduc ou de rencontrer Unique Azurne, par exemple. Oui, j'oubliais Nathalie Sarraute qui m'a offert une des scènes en compagnie d'Antonin Artaud parce que nous prenons un café avec Nathalie Sarraute qui était très amie avec Jérôme Prieur. Et elle me raconte qu'elle était la dernière visiteuse de Lucia Joyce, la fille de Joyce, qui était dans une maison de santé en Suisse. C'était une grande schizophrène. Et je lui dis, ah bon, c'est formidable, mais de quoi parlez-vous? Elle me dit, nous ne parlons pas, elle est totalement mutique. Et Nathalie Sarraute allait la voir une fois par an. Ah bon, je trouvais ça... Elle dit si, parfois, par moment, elle se souvient de chansons que son père lui chantait. Et elle me chante un morceau. Donc, sitôt dit, sitôt fait, j'ai pris 2 vers de chamber music et j'ai demandé à Jean-Claude Petit de composer la musique et j'ai fait passer une jeune fille dans l'hôpital d'Ivry qui chantait ça de loin. Juste elle et moi savons ce que c'est, mais c'est magnifique et ça je le dois à Nathalie Sarraute. Peut-être aurais-je la chance de revenir ici pour montrer sur scène les vivants et les morts. La scène me paraît magnifique, je vois qu'il y a toute la place et, eh bien, nous n'avons plus qu'à venir. Bonsoir, bonjour plutôt. Merci. On parle beaucoup des transclasses aujourd'hui, notamment pour Nicolas Mathieu, qui vient de sortir Connemara, qui parle aussi des milieux populaires, des classes populaires, d'une toute autre manière que vous. Hein. Mais je voulais juste savoir, est-ce que vous vous sentez un transclasse ou vous trouvez que ce terme est dévoyé, dévoyant?
si j'ai bien compris, de transclasse, c'est ça? Est-ce que vous vous sentez... Oui, non, pas du est-ce tout. que vous avez Non, un alors, sentiment d'être transclasse? non, Ou est-ce que aucunement. vous trouvez ce terme dévoyé, dévoyant? Non, je pense que... Enfin, je ne sais pas très bien. Je pense qu'on utilise ça sans doute pour plus ou moins disqualifier ceux qui écrivent sur les milieux populaires. Moi, je ne me sens en rien un transclasse. J'appartiens et j'appartiendrai toujours et jusqu'au bout à la classe ouvrière. J'ai un rapport très simple, c'est que, par exemple, j'ai toujours et je suis encore un salarié. Lorsque je fais un film, je suis salarié d'une maison de production. Lorsque j'écris un roman, alors c'est sous forme de droit d'auteur, mais en réalité, c'est un salaire. Et je n'ai pas particulièrement, j'ai une vie confortable, je n'ai pas une vie bourgeoise et je suis pas du tout ni dans la spéculation ni dans l'accumulation. Je ne suis pas dans ça. Donc je ne me reconnais pas dans ça. Et transclasse, ça me paraît quand même un terme désobligeant pour ceux que l'on désigne de cette manière. Parce que je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. À ce moment-là, Victor Hugo était, oui, un transclasse terrible, parce qu'il a commencé monarchiste et à la limite de ce qu'on dirait aujourd'hui d'extrême droite, et il a fini tout à fait à la gauche de la gauche sur le plan politique et même sur le plan de ses œuvres. Donc je ne crois pas beaucoup à ça. Mais vous savez, il y a un problème à partir du moment où on écrit sur le monde du travail, sur les salariés ou sur les classes populaires. Toute une part des commentateurs ne considèrent plus ça comme de la littérature. On suppose que c'est des études sociologiques, des entretiens, des enquêtes, etc., plus ou moins mis en récit. Mais c'est pas ça du tout, quoi. C'est la littérature, c'est de la littérature. Et quand, par exemple, très souvent dans des entretiens, on m'a dit « Ah, mais vous êtes un écrivain social ». J'ai dit d'accord, je veux bien être un écrivain social si à chaque fois que vous mentionnez Jean d'Ormesson, vous dites que c'est un écrivain bourgeois et que Michel Houellebecq est un écrivain petit bourgeois. Si chacun doit avoir une étiquette, n'hésitez pas à en distribuer, ça ne coûte pas cher. Mais je crois que c'est ça. Il y a plusieurs... là aussi, une chose que j'ai souvent ressentie, c'est lorsque l'on me désigne comme un écrivain ou un cinéaste engagé. Alors, il y a de quoi douter, parce que engagé, pourquoi? Engagé pour qui? C'est très difficile de le savoir. Je n'appartiens à aucun parti politique ni à aucun syndicat et je ne milite pas pour telle ou telle cause. Donc, engagé comment? Mais lorsqu'on dit ça, c'est de la part des commentateurs une façon finalement de dresser des barbelés devant la littérature, de se dire qu'un écrivain engagé ou un cinéaste engagé n'est plus ni un écrivain ni un cinéaste, mais un cinéaste engagé. Et l'idée de transclasse me paraît appartenir à ce même registre de disqualification a priori d'œuvres qui ne sont pas celles que l'on reconnaît comme la littérature, comme devant être la littérature. La littérature doit appartenir et doit être l'expression de la bourgeoisie, voire de la petite bourgeoisie, mais pas au-delà. Alors, c'est vrai que c'est toujours un combat. Et vous avez cité tout à l'heure le fait qu'il y ait des livres dans mes livres. Eh bien oui, ça fait partie du même combat, de mettre en exergue cette culture qui existe dans le monde salarié. Enfin, je suis certain que parmi vous qui occupez un emploi dans des entreprises, vous êtes aussi des lecteurs, vous êtes aussi des spectateurs. Et donc, on essaye de disqualifier ça. Je bois un coup. Mais c'est vrai, tout à l'heure, j'entendais Jacques Rancière parler du peuple. Eh bien, oui, bien sûr, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, souhaitent un peuple ignorant. Je voudrais rebondir
Je voudrais rebondir sur les questions d'étiquette. Alors, je suis désolée, mais je pense effectivement que transclasse, Chantal Jacquet avait beaucoup écrit là-dessus, je vous le dire, plutôt être entre deux chaises et pas très à l'aise, mais c'est autre chose. Je pense que ça ne vous convient pas du tout. Moi, je vous ai plutôt reçu comme un titi parisien très cultivé aussi, ce qui est tout à fait possible, parce que ce que vous décrivez, j'ai vraiment connu aussi à Paris, tout ça, ça me parle vraiment. Mais d'expérience, je me souviens que quand j'allais à la campagne, dans le lointain Berry, là, il y avait une autre forme disons, de classe populaire qui était très différente de celle que je connaissais très bien dans le 20e arrondissement ou en Seine-Saint-Denis. Et c'était les petits paysans, les petits copains qui gardaient les vaches et tout ça. Ils étaient tellement différents. Donc, est-ce que c'était aussi des sans-voix? Mais justement, alors peut-être qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à cette partie-là du peuple. Hein, parce que le peuple, justement, c'est sans doute, ça veut dire quelque chose du point de vue des luttes, du point de vue de l'idéal d'une société plus juste. Bien sûr que ça veut dire ça, mais c'est aussi, ça renvoie à des sociétés qui actuellement sont extrêmement fractionnées. Et il y a aujourd'hui des discours politiques d'extrême droite qui s'emparent justement de toute cette partie-là de populations qui sont absolument à la périphérie ou qui sont lointaines ou qui sont et qui sont justement pas les mêmes que la classe ouvrière qui a une voix, qui parle, qui s'exprime à travers vous, vos romans. Voilà. Et je voulais aussi vous poser une dernière question. Donc, est-ce que vous vous sentez, comment vous exprimez cette autre réalité du peuple? Et une question, comment vous vous situez par rapport à un cinéma comme celui de Ken Loach, par exemple, qui est aussi un cinéaste qui donne la voix à des sans-voix? Je vais répondre d'abord sur Ken Loach, c'est très facile, puisque nous devions faire un livre ensemble, un livre d'entretien, et je pense que nous avons une proximité politique et artistique extrêmement forte. Je me reconnais et j'admire beaucoup son travail, et donc j'espère que c'est réciproque. Et oui, voilà, on est du même monde, mais je crois, c'est vrai que... et c'est d'ailleurs une sorte d'espoir et de confiance de voir que à l'époque de Margaret Thatcher, la véritable opposition a été une opposition qui est venue des écrivains comme Alan Sillitoe, John Berger, etc., des musiciens comme Elvis Costello, etc., et de cinéastes comme Mike Leigh ou Ken Loach. Je veux dire, je crois qu'il y a là quelque chose, et c'est là que finalement, je peux me dire que ce que j'écris ou ce que je filme n'est pas totalement en vain, qu'il y a quelque chose qui finira bien par être entendu. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et puis, pour revenir sur la question de transclasse, je regrette parce que malheureusement, il est décédé, mais il aurait fallu qu'il y ait là, ici, à côté de moi, Claude Duneton. Claude venait d'un petit village en Corrèze, la Gléjole, et enfin, là aussi, il était un grand intellectuel et un écrivain merveilleux. Et c'est vrai que, au fond, pour moi, la bonne définition, c'est celle que donnait de lui-même un documentariste québécois qui s'appelait Pierre Perrault. Et quand on lui demandait, au fond, cette même question, il disait « Je suis un intellectuel à la première génération ». Il était le premier de sa famille à pas travailler dans le bois. Voilà. Mais je crois que c'est ça. Et je crois qu'il faut se débarrasser des qualificatifs et ne s'intéresser qu'aux œuvres. Oui, j'aurais une question. J'étais très sensible à la cohérence interne de votre propos, de votre parcours intellectuel et artistique. Et dans ce contexte-là, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que le travail que vous avez réalisé sur Antonin Artaud vous a apporté. Le travail sur Antonin Artaud, ça m'a beaucoup apporté. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'étais un lecteur d'Antonin Artaud, qui est une œuvre qui, à mes yeux, n'est toujours pas lue. Ça reste comme une sorte de montagne magique que l'on n'ose pas franchir, que l'on n'ose pas fréquenter. Et d'ailleurs, ce qui était très étonnant lorsqu'avec Jérôme Prieur, nous avons fait le film documentaire sur les amis,
les amours d'Antonin Artaud, de se rendre compte que très peu d'entre eux avaient lu Antonin Artaud. Il y avait Paul Thévenin qui a édité toute son œuvre, qui, elle, avait tout lu. Mais Marthe Robert, par exemple, en avait lu, bien entendu. Mais comme ça, Henri Thomas en avait lu aussi un peu et en parlait avec beaucoup d'admiration et un peu d'ironie. Mais ça, c'était entièrement Henri Thomas. Mais ce qui m'a beaucoup marqué dans ce travail, c'était finalement une sorte d'abord d'une exigence folle de la part d'Artaud d'écrire contre tout ce qui a été sa vie et qui a été, comme le disait Henri Thomas, un véritable martyr et sans se payer de mots. Réellement, il a vécu un martyr et il n'a jamais renoncé à écrire. Et je crois que c'était quelque chose que je voulais tout à fait mettre en lumière, parce qu'il y a une sorte de légende sur Artaud entre la drogue, la folie, les choses comme ça, qui ne sont que des leurres pour nous empêcher justement de voir son œuvre. Donc, ce qu'il y avait, ça, c'était une chose importante. Et puis ensuite, le travail que nous avons fait avec Jérôme Prieur a été un modèle pour ce que nous ferions ensuite sur la littérature chrétienne et la littérature musulmane. Parce que, en interrogeant les uns après les autres ceux qui avaient fréquenté, connu, aimé Antonin Artaud, on additionnait ça et on ne cherchait pas à corriger l'histoire. On gardait l'ensemble des témoignages. Il y a des choses qui nous étaient dites où la personne, visiblement, ne se souvenait plus ou se trompait ou inventait. Ce n'était pas important. Mais l'ensemble de leurs témoignages faisait que le produit des différences inventait un Artaud qui sortait de ça. C'est exactement le processus évangélique qui fait sortir un Jésus de l'ensemble des témoignages, aussi contradictoires soient-ils, sur lui. Et donc ça nous a appris cette chose qui est un terme qu'utilisent à la fois les médecins et les exégètes, qui s'appelle l'anamnèse, c'est-à-dire comment l'ensemble des témoignages permet de faire un diagnostic. Et ça a été une grande leçon de lecture et d'apprentissage de la lecture, finalement, de faire ce travail sur Artaud et de rendre justice, j'espère, aussi à Jacques Prouvel, qui a été son compagnon pendant les 18 derniers mois de sa vie. Je crois qu'on va devoir arrêter là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Merci à Gérard Mordillat. Eh bien, merci. Je vous invite à le retrouver d'ici quelques minutes dans le hall. Il pourra vous signer quelques ouvrages et discuter et prolonger la discussion avec vous. Merci encore. Merci.